Chers amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Plus d'éléments. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau de notre émission, à ma gauche, François Bousquet. François, bonjour. François, je vous présente, directeur de rédaction, rédacteur en chef, de la revue Éléments. Nous avons une nouvelle tête, mais que certains d'entre nous lisent depuis longtemps. Christian Roll, écrivain, on pourra peut-être vous qualifier d'aventurier, écrivain aventurier. N'exagérons rien. N'exagérons rien, mais enfin vous avez traversé un certain nombre de champs de bataille européens depuis une vingtaine d'années. Nous en parlerons en fin d'émission, puisque vous venez de Russie. Oui. Et vous avez des choses à nous dire sur ce pays, cet empire mystérieux et parfois diabolisé. J'ai le plaisir de recevoir Christophe André Maxime. Christophe, bonjour. Comme d'habitude, toujours fidèle au poste. Et notre ami Patrick Luzinski, directeur artistique de la revue. Bonjour Olivier. J'ai toujours un problème quand je vous vois. Je vous confonds avec Pascal, qui est aberrant. Ouais. Mais c'est Patrick Luzinski. Alors, on a aujourd'hui un programme assez chargé. Est-ce que vous pourriez d'abord, on va peut-être le voir s'afficher à l'écran, cette merveilleuse une, avec un titre « Et si la Russie gagnait ?» C'est pas évident parce que là on prend un peu à revers de ce que nous expliquent à longueur de journée les chaînes d'infos, François. Oui, exact. On nous explique que la Russie est en train de perdre, que son économie s'effondre, même si les choses changent un peu. Avec les armoiries en couverture de la Russie, le scénario qui dérange, et on a un gros ensemble Russie, un reportage magnifique, on va en parler, de Christian Roll, vraiment gonzo, rapide, dynamique, superbe, et qui prend à rebrousse-poil tous les clichés qui sont dits sur la Russie. Mais oui, depuis un an, les fake news s'enchaînent et s'empilent. Poutine est fou, Poutine a un cancer, les libéraux vont faire sauter Poutine, Wagner va faire sauter Poutine, la Russie est en train de s'écrouler économiquement. Non, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Et on a un très long papier de Lionel Rondouin. Rondouin est une curiosité, une anomalie, les gens le connaissent assez peu, mais il cumule trois choses qui sont rarissimes. Il est officier. Des troupes marines. Hein. Il est également normalien, donc c'est un profil brillant, mais il a aussi été surtout dirigeant de grandes entreprises françaises. Hein. Il a dirigé Christian Dior, il a dirigé des boîtes de la métallurgie, et qui nous a fait un papier sur le capitalisme post-industriel, qui est le grand fantasme français depuis 20 à 30 ans. Rappelez-vous Serge Tchourouk, l'usine sans entreprise, faiblesse, etc. Turbo-capitalisme. Voilà. Oui, mais c'était l'idée que nous allons nous tiers-sariser de plus en plus, sociétés de services, ce qui fait que la production industrielle s'est effondrée en France, mais aussi en Occident, mais aussi aux États-Unis, mais aussi en Angleterre. Hein. Et ce qui en dit un rapport de force tout à fait nouveau en termes d'armement et de munitions entre la France, entre les pays de l'OTAN. L'OTAN a le plus grand mal à fournir l'armement et les munitions à l'armée ukrainienne. Hein. C'est-à-dire qu'on a des capacités de production d'une quinzaine de jours en réalité, de matériel, de chars, de munitions, d'obus, de bombes. Hein. Et en face de nous, on a une puissance qui n'a pas pratiqué la politique de zéro stock ou des stocks à flux tendu, la Russie. Donc il y a une profondeur. Une profondeur de munitions, d'armement, ce qui fait qu'il y a un différentiel aujourd'hui. La guerre, désormais, c'est l'industrie, c'est la richesse industrielle, hein, et la richesse industrielle est du côté des Russes. Donc on a un très grand papier là-dessus de Lionel Rondouin. Alors cela voudrait dire d'ailleurs que le discours de soutien à l'Ukraine, où on agite des drapeaux, tout l'Occident est de tout cœur avec l'Ukraine, en fait est un pur discours de communication, de propagande. Oui, on est incapable d'ailleurs de les armer sérieusement. La formule de Rondouin sur l'épisode des chars, rappelez-vous, c'était il y a 2 mois, c'est que c'était un téléthon dont on savait par avance que les promesses de dons ne pourraient pas être assurées. Et pour cause, on a une 50aine de chars en France, pas plus. Hein. Pour fabriquer un char, il faut 2 à 3 ans. Donc on est incapable de produire pour un front qui s'étend sur 1000 km de longueur, avec une profondeur de champ, c'est-à-dire balistique, de 1300 km, où 70% des morts côté ukrainien sont le fait de l'artillerie russe. Donc c'est vraiment 14-18, une guerre de tranchées. Et cette guerre de tranchées, on n'est pas économiquement capable de l'assumer, en tout cas à court et à moyen terme. Hein. Ce qui induit un rapport de force en faveur des Russes. Hein. Donc c'est un long papier qui est passionnant. Je ne sais pas si Patrick a... C'est un peu ce qu'on avait eu il y a pas mal d'années, et Christian Roll ça rappelle quand il y a eu la première guerre en Irak, on nous disait l'armée de Saddam Hussein était la 5e puissance ou 3e armée du monde. C'était le délire total. Puis on s'est aperçu que tout ça était faux. En fait, là, on est un peu dans ce système de mensonge, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas en train de réfléchir, de savoir si on va envoyer des hommes en Ukraine ou pas. On n'a pas les moyens. On n'a aucun moyen. Et pour mettre en place une armée, c'est-à-dire une économie de guerre, avec des usines derrière qui sont capables de fournir tout l'armement, les balles, on n'est même pas capable de faire les balles. Aujourd'hui, la poudre de nos balles, ce sont les Coréens qui la font. Il n'y a personne en Europe qui est capable de faire ça. Donc on n'ira pas
Donc ça sert à rien de savoir et de discuter pendant des journées, des mois et des années de savoir le rôle de la France ou le rôle de l'Europe dans l'histoire. On n'ira pas faire la guerre parce que nous ne sommes pas capables de faire la guerre. C'est plus de 10 ans de travail. Et depuis Sarkozy, depuis le livre blanc, l'armée française, mais là c'est pareil pour l'armée anglaise, et je ne parle pas des autres pays, ont abandonné le fait d'avoir une économie de guerre. Donc, il y a encore quelques années, je me souviens, pour la guerre en Irak, on était un peu ridicule parce qu'on était la seule armée, quand on est arrivé dans le désert, à avoir des tenues camouflées verts, parce qu'on n'avait pas encore fait les tenues du désert. Aujourd'hui, on amènerait des hommes, c'est-à-dire avec une tenue verte et avec un fusil, mais sans balles. J'insiste sur la question sur laquelle j'ai... Et un pantalon rouge, peut-être, pour se rappeler de la guerre de 14. J'insiste, François, sur la question que je vous ai déjà posée, un petit peu, c'est qu'au fond, alors que nous n'avons pas les moyens de mener cette guerre, nous avons des discours, les Occidentaux ont des discours bellicistes. Donc, est-ce que ce ne serait pas... ce discours belliciste, c'est plus à des fins internes qu'une vraie politique. Je pense malheureusement qu'il a des propriétés performatives et autoréalisatrices. C'est la thèse d'Emmanuel Todd. C'est que ce climat belliciste qu'on entend en permanence sur les médias centraux entretient cette idée que la guerre est indispensable, que nous irons jusqu'à Moscou, que nous ferons tomber. Et on est dans un aveuglement, notre ministre de l'économie, par exemple, est dans un aveuglement complet. Quand il dit qu'il va mettre à genoux, mais c'est pas le seul à le dire, d'autres le disent, l'économie russe. En réalité, c'est elle qui nous a mis à genoux. C'est le paradoxe. On pensait que les Russes allaient balayer les Ukrainiens. Ça n'a pas été le cas. Et on nous croyait dans le même temps que l'économie russe allait s'effondrer. Elle ne s'est pas effondrée, elle s'est redressée. Les prévisions de croissance du FMI pour la Russie à horizon 2024 sont très supérieures à la zone UE. 2 chiffres. Après, j'en aurais fini avec cette question-là. 10 mois d'attente dans les pays occidentaux pour un obus de 155 mm. 10 mois d'attente. 3 ans pour un missile. Donc la messe est dite. Les stocks américains sont au niveau que le Pentagone considère comme alarmant. Biden a eu recours aux stocks prépositionnés en Israël, donc 300 000 obus, et en Corée du Sud. Et Patrick a raison, la Corée du Sud est désormais l'atelier de l'OTAN. Eux, ils font sur ce qu'on appelle sur étagère, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire des armements sur étagère, on leur commande et ils livrent. Mais à part eux... Autre chose assez importante, c'est qu'il y en a qui sont en train de regarder ça avec leur paquet de pop-corn, c'est les Chinois. C'est-à-dire qu'ils sont en train de voir comment l'Europe, comment l'Occident va être capable de résoudre ce problème-là, parce que eux, derrière, ils ont un autre épisode qui s'appelle Taïwan. Nous verrons par la suite au prochain numéro, mais dans ce numéro, cher François, puisque je crois que dans cette émission, nous avons beaucoup parlé de l'affaire ukrainienne, un des porte-paroles du zelinskisme. Je préfère parler de zelinskisme que de cause ukrainienne, de la cause de Zelensky, je ne sais pas comment on le dit d'ailleurs, c'est l'inénarrable Bernard-Henri Lévy, auquel vous avez consacré un merveilleux portrait. À charge, mais on verra d'ailleurs que c'est plus ambigu, puisque au fond, j'ai l'impression que vous avez une certaine tendresse pour Bernard-Henri Lévy. Le personnage est tellement ridicule, c'est le ridicule majusculifié, mais je raconte, puisque dans une autre vie, j'ai été éditeur, et en l'an 2000, j'ai participé au 6e entartage de Bernard-Henri Lévy, c'était à la foire du livre de Bruxelles. J'ai travaillé à l'Âge d'Homme à l'époque, et l'Âge d'Homme était l'éditeur de l'entarteur en chef, Georges Le Gloupier, alias Noël Gaudin, ou réciproquement. C'est lui qui a fait cette entarton les pompeux cornichons, et comme il se savait très surveillé à Bruxelles, il ne pouvait pas faire rentrer les crèmes chantilly. J'en ai apporté une, et il m'a demandé de les apporter la veille. Montrez-nous comment vous... Voilà. Et en réalité, Noël Gaudin nous fait croire que la recette de l'entartage est très compliquée. Non, elle est très très simple. C'est 2 choses. Comment on fabrique une tarte. Assiette en carton, là, elle est en céramique, mais peu importe. Ça, c'est le côté luxueux de TV Liberté, toujours une assiette en porcelaine. Eh bien, il suffit de 2 choses. Une assiette en carton et de la crème chantilly. Très beau. Et alors puis après, on était une quinzaine et on a été entarté Bernard-Henri Lévy. En jetant comme ça. Voilà. Et Bernard-Henri Lévy, la première fois qu'il a été entarté, il a été 10 fois un record du monde, et c'est un record du monde qui sera difficile à battre. Je pense qu'on battra avant le record du monde de Juste Fontaine dans le nombre de buts à la Coupe du Monde, qui vient de mourir. 10 entartages, c'est énorme. Le premier avait été très très violent, il avait voulu casser la gueule à coups de talon, Bernard-Henri Lévy. Et le 6e, non, il s'est protégé par une chaise de lassitude. Donc oui, Bernard-Henri Lévy, il est mandaté par l'OTAN
l'OTAN, par l'Amérique. Ça n'est jamais qu'un petit télégraphiste américain. Sa boussole indique toujours Washington et New York, depuis toujours. Il a participé à toutes les guerres de l'Empire et il participe évidemment à celle de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens n'ont pas de chance, puisque le jour de la sortie du film, il y a eu 208 entrées. Et au bout de 15 jours, il y a eu moins de 1000 entrées. Il est censé reverser les droits à la cause ukrainienne. Je pense que Zelensky va pas avoir beaucoup d'argent. Il va devoir revendre peut-être son riad à Marrakech. D'autant que ce film a été, Bernard-Henri Lévy, plus de 200 millions, fortune personnelle, c'est fascinant, 200 millions. C'est un homme d'affaires qui ne dépense jamais son argent, c'est Pinault qui lui paye systématiquement, Pinault, donc le couturier et patron multinational. Ouais, François, merci, qui lui paye tout. Le film a été payé par le CNC, c'est surréaliste. Le CNC. Il fait partie du CNC, Bernard. Oui, il appartient au CNC, oui. Il est membre du... Moi, je veux faire une petite défense paradoxale et pleine de tendresse de Bernard Lévy. Sur le site, j'ai commis un tout petit portrait. Moi, je pense que c'est un homme c'est un homme très cultivé, très intelligent, qui peut avoir des loyautés. Notamment avec ses amis. Il a une fidélité, et même parfois, il parle souvent de Dominique de Roux, et même de Pierre Guillaume, avec beaucoup de louanges. Moi, je pense que c'est un homme qui s'ennuie profondément. Il est pétri d'ennui, un hyperactif qui s'ennuie. C'est l'homme des bois d'Afrique. Il est richissime, c'est un homme d'affaires, il n'y a pas de honte à être un homme d'affaires. Il avait commis Bosna en 1994 sur le même stade, Bosnanar et le blé d'Ukraine, on dit, qui avait fait les mêmes chiffres, 200 entrées. J'avais vu ça, il y avait presque une poésie mythomaniaque dans Bosna, avec des scènes d'une poésie paradoxale et maladroite. Christophe, si tu permets, t'as raison, il faut faire un éloge paradoxal de BHL, mais je révèle néanmoins, je pense que je suis le seul à le dire, parce que personne, il peut être méchant. Bien évidemment. Il est surtout ridicule. Oui. Il vivait au Faubourg Saint-Germain, désormais il s'est acheté un palais néocolonial à côté de l'Élysée, il a un des plus beaux points de vue sur Paris. Bien sûr. Oui. Quand vous arrivez chez Bernard-Henri Lévy pour boire un drink, parce que c'est comme ça qu'il pour boire un drink, je sais bien boire un drink, François, chez moi. On est accueilli par un valet de pied indien, hindou, en livrée. Quand vous rencontrez BHL sur un plateau de télévision et que vous êtes à l'entrée du plateau de télévision, il arrive avec sa Bentley et le chauffeur est en noir, un noir mais magnifique, un magnifique noir qui s'appelle Salomon. Salomon. Il est ridicule. Voilà. Comment Salomon, vous êtes, comme dirait Louis de Funès. Ouais. Ah non, mais de toute façon, il sort de Ruy Blas. Il sort de Ruy Blas. Mais c'est une espèce de... Il voudrait être Malraux, mais un Malraux sans l'époque et sans l'œuvre. Vous avez été reçu par... en pâte à modeler. Un Malraux de bac à sable. En marionnette, vous êtes avec lui. Un Malraux de bac à sable. Parmi les plus mauvais films de l'histoire du cinéma, à commencer par cette bizarrerie avec Alain Delon et Laurent Bacall, avec des montgolfières, et Ariel Dombal qui est charmante. Charmante. Que charmante. Elle l'a été. En montgolfière au Mexique. C'était peut-être répertorié comme peut-être le plus mauvais film de l'histoire du cinéma, en tout cas français. Mondial. Voilà. Mais ça, c'est un prétexte BHL pour aborder le sujet central de notre dossier Russie. Ah oui, c'est le voyage de Christian Roll. Mais alors, je voulais d'abord présenter Christian Roll, parce que vous êtes un collaborateur, maintenant j'espère, vous allez devenir un collaborateur régulier d'Éléments. Vous avez écrit dans Éléments à l'époque où j'étais sans doute encore en culotte courte, dans les années 80, me semble-t-il. Non, mais c'est pas... Christian, il a écrit sur Paul Morand, Journal Inutile, dans des périodes beaucoup plus tardives. Ouais. Ah ouais. Mon premier devait être en 86, mon premier 86, papier. Donc vous étiez très jeune à l'époque, en 86, vous avez 17-18 ans, j'imagine. Peu importe. En tout cas, nous sommes ravis de vous recevoir pour parler de ces 6 pages, je crois. Vous faites 6 pages d'Éléments. Un reportage à Moscou. Vous êtes envoyé par notre revue pour aller essayer d'explorer cette république du Donbass, cette mystérieuse et étonnante et fascinante république du Donbass. Vous nous en parlerez. Et vous arrivez à Moscou, je crois que c'est en février. Ouais. Et alors d'abord, une question, c'est que Moscou aujourd'hui, quand on entendre certains, c'est vraiment j'allais dire la Mecque. Non, enfin c'est une sorte de forteresse assiégée, dirigée par une sorte de tyran, etc. Et quand on lit votre article, en fait, on est étonné de voir que c'est quand même très loin de la réalité de ce qu'on nous dit dans la grande presse, dans la presse de grand chemin. Ah bah, Moscou, c'est plus serein que Paris, surtout en ce moment. Donc oui, c'est une ville qui respire à la fois, qui impose l'idée de puissance et de force au premier abord. Et puis ensuite, quand on va dans le cœur historique, c'est beaucoup plus serein. D'ailleurs, toute la ville respire la sérénité, l'opulence et la sécurité. L'opulence parce qu'il y a beaucoup d'objets de luxe. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que les sanctions n'ont pas l'air de marcher à Moscou.
on ne citera pas de marques de luxe ici, mais il faut dire qu'elles y sont toutes représentées, et y compris des marques françaises qui, par contre, ont fermé leurs portes et leurs vitrines, puisque sanction oblige, M. Arnault ne pouvait pas se distinguer de ses autres amis milliardaires. Mais il y a quand même... le concessionnaire Bentley est ouvert jusque tard dans la nuit. Toutes les marques de montres suisses, allemandes, anglaises sont représentées. Et puis, il y a une classe moyenne qui a émergé. Ça, c'est intéressant. Parce oui, il y a une classe moyenne. C'est pas du tout les moujiks avec des pompes avec fermeture éclair qui piétinent dans la neige en attendant que la boulangerie distribue les pains. Non, c'est une vraie ville occidentale, enfin, dans le sens le meilleur du terme, si on peut dire, avec une débauche de biens de consommation et puis une très bonne ambiance et surtout des gens qui respirent et la santé et la prospérité. Et même la liberté. Et la liberté, j'en parle même pas, oui. Alors là, dites-en nous plus, parce que dans votre article, vous dites oui, ça respire la liberté. Pas d'insécurité. Pas d'insécurité. On ne va pas faire l'éloge, on a l'impression d'avoir porte-parole. Vous n'êtes pas le porte-parole du Kremlin, d'ailleurs, parce qu'on voit que vous avez des doutes aussi dans l'article. À un moment donné, vous dites, est-ce que c'est un village Potemkin Écoutez, oui, parce que ça me semble tellement beau quand on arrive là-bas, tellement parfait, qu'on se dit, oui, c'est un village Potemkin, c'est un piège à con. Ouais, finalement, un peu quand on fouille un peu, non, ça se révèle être assez vrai. Et... pour ce qui concerne, je ne sais plus, j'ai perdu un peu le fil. Non, c'est pour parler de Moscou. Ah oui, donc vous découvrez Moscou. La liberté. La liberté. Alors la liberté, là-bas, c'est pas un vain mot. La liberté individuelle, il n'y a pas de flics, pratiquement, enfin, tout cas moins qu'à Paris, en ce moment. Il n'y a pas de soldats, malgré la situation dans le Donbass. Et quelques permissionnaires sur la place Rouge qui viennent faire du tourisme. Et puis, moi j'étais contrôlé une seule fois, parce que je prenais beaucoup de photos aux abords du Kremlin. Enfin, j'ai passé 1 heure à mitrailler la relève de la garde, etc. Et des flics sont venus à un moment, m'ont demandé mon passeport. Mais c'est la seule fois. Et imaginez d'aller autour de l'Élysée et de faire Et surtout, vous ne pourrez pas d'ailleurs accéder à l'Élysée, alors que là, le Kremlin, il n'y a pas de garde, quoi. C'est ça qui est incroyable. Il y a eu, ça a été bouclé une fois parce que Poutine faisait un discours, un meeting là quand j'y étais, mais sinon, on se balade comme on veut, quoi. Donc ça, c'est une chose qui est très agréable parce que cette sensation qu'on a dans les villes françaises et Paris en particulier, on ne l'a pas à Moscou. Les femmes se promènent sereinement, même tard dans la nuit. Il n'y a pas le moindre problème, quoi. Il y a vraiment un vivre ensemble, si je puis dire, qui n'est pas une vue d'esprit là-bas. Vivre ensemble, qui n'est pas une antiphrase. Vivre ensemble, d'ailleurs, à propos, c'est que vous montrez qu'à Moscou, on se sent dans une ville d'empire, avec, y compris d'ailleurs la présence des minorités, qui forment quand même, des minorités qui sont parfois d'ailleurs assez importantes, des Tchétchènes, des gens du Caucase, etc. Mais avec toujours ce sentiment qui les unit d'être russes. Au-delà des différences ethniques. Oui, c'est le fil rouge dans l'Empire russe, c'est qu'on est russe avant toute autre considération. C'est-à-dire que, enfin en tout cas, je ne peux pas juger, j'ai passé que 10 jours à Moscou, donc je ne peux pas vraiment me faire l'avocat de la Russie, mais puisqu'elle a besoin d'un avocat, semble-t-il, cette fois-ci. Donc oui, il y a cette idée de cohésion sociale qui va de soi. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, c'est l'antithèse de ce qui se passe dans les villes occidentales. De cette tension qu'on sent en Occident maintenant, quand on se promène dans la rue, il y a une sorte de tout le temps. C'est pas le lourd couvercle de Baudelaire, mais l'autre chose qui vous frappe aussi, c'est que la guerre est assez lointaine. Alors voilà, alors elle est lointaine d'un point de vue géographique, évidemment. Il faut 20 heures de train pour aller à Rostov-sur-le-Don. Et surtout, dans les conversations, les rares conversations, parce que malheureusement, je ne parle pas russe. Alors, je parle anglais, mais là-bas, ils ne parlent pas anglais. Donc, ça a été compliqué. Mais il y a quand même des francophones. Et à chaque fois que j'ai voulu aborder le sujet, c'était presque éludé. Ou alors, il y avait une forme pas d'indifférence, parce que le mot serait trop fort et insultant, mais disons de pudeur à aborder le sujet de la guerre. Parce que là-bas, on ne parle pas de guerre, mais... c'est quand même un sujet délicat et qui me semble un petit peu mis sous le tapis, quoi. Alors, moi, dans votre article, il y a une chose aussi, que nos lecteurs vont découvrir des personnages singuliers, extraordinaires, baroques, et notamment celui qui vous accueille quand vous arrivez à Moscou, un certain François Maud Lémé. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que c'est un personnage assez détonnant. François Maud Lémé, c'est un vieux copain que j'ai rencontré en 2016. Et alors lui, c'est un type extraordinaire qui fera l'objet d'un livre, puisque je dois retourner là-bas régulièrement.
C'est un type que j'ai rencontré en 2016 qui avait une boîte de café Saint-Cyr, hein, où il s'ennuyait souverainement, puisque d'après lui, le niveau n'était pas à la hauteur, qui après a monté une boîte de soutien scolaire pour en Angleterre, qui en a eu marre aussi, qui a vendu toutes ses actions. Enfin, c'était florissant, attention. Hein, il était, et qui est parti après. Donc, j'ai rencontré en 2016 à Londres. Il avait les cheveux sur les épaules, pas à Londres, à Versailles. Il avait les cheveux sur les épaules. Il revenait de se battre en Irak, je crois. Il était avec les Peshmerga. Avec les Peshmerga, ouais. Les Peshmerga, pas les Peshdaram, pardon. Ouais. Et là, il filait avec sa Ferrari. Enfin, c'était une Alfa Romeo rouge. Il repartait dans le Donbass pour aller combattre aux côtés des séparatistes. Et donc, on a toujours correspondu. Et là, c'est lui qui m'a accueilli à Moscou. Et parce qu'il a combattu pendant 1 an là depuis le début de l'opération spéciale. Et donc, il a fait toutes les missions, notamment la prise de Mariupol, d'Azovstal, etc. Et il m'avait dit il y a quelques mois, si je sors vivant de cette guerre, j'arrête les conneries et je me marie. Donc, bon, après, est-ce que le mariage n'est pas une autre connerie? Je ne sais pas. Mais là, il est avec une jeune femme de 22 ans qui est belle comme le jour. Et il a repris, parce qu'il est par ailleurs chanteur lyrique. Sa vraie passion avec la guerre et les femmes, c'est le chant lyrique. Et donc, il a intégré à Donetsk la Philharmonique, où il est devenu également député de la Douma locale. Donc c'est un type extraordinaire qu'il faut absolument immortaliser parce qu'en plus c'est devenu une star dans le Donbass, une star pour ses exploits à la guerre et pour ses vertus de chanteur. Et il est en passe de devenir une star en Russie parce que là il est au conservatoire à Moscou et il est déjà très plébiscité par les foules. Voilà. Je vous interromps juste parce que l'article de notre ami c'est absolument extraordinaire. Je voulais juste rappeler que je m'étais rendu pour Éléments il y a 4 ans, en 2019, pour l'anniversaire de la Crimée. Effectivement, j'ai eu la chance, et on peut trouver sur le site d'Éléments le film assez long qui s'appelle Détour en Crimée. Et il y a aussi, je crois, un esprit des lieux rédigé sur papier. Et j'avais eu la chance de passer par Moscou. Il y avait encore les dernières neiges qui étaient superbes au printemps. Moscou, qui est une ville qui a été pour moi un coup de massue, hein, vraiment. C'est une ville à la fois noire et mordorée, glaciale et solaire. Et j'avais eu la chance, bien avant les événements, de me rendre en Crimée par un avion interne, par l'intermédiaire de la Fondation de la Paix. Ça s'appelait la Fondation de la Paix autour de députés français. Ça n'a pas marché, la Fondation de la Paix, manifestement. Et donc j'avais eu la chance d'être logé pendant une quinzaine de jours. Alors, je crois que vous connaissez peut-être Simferopol, qui est la capitale de Crimée, qui est une ville un peu ordinaire, si vous voulez. Et puis Yalta et Sébastopol. C'est un souvenir extraordinaire où j'ai pu découvrir presque des restes de débris d'Union soviétique, de ferraille poétique, mais également de lotissement Gazprom dans cette Crimée qui est un mélange presque de Provence-Côte d'Azur duo. Qui est sur la mer Noire et autres. J'encourage tout le monde à re-regarder aussi ce détour en Crimée pour se souvenir de ça, et en appui au grand reportage de Christian. Voilà, j'en profite d'ailleurs, François, pour indiquer que dans quelques mois ou dans quelques semaines, nous allons faire paraître, Éléments va faire paraître un hors-série sur la Russie, où nous reprenons tout un tas une série d'articles. Sur le modèle de manière de voir du Monde Diplo, on reprend des papiers dans nos archives, 50 ans d'archives, et ce sera en kiosque fin avril. Fin avril, donc c'est tout. Je voudrais m'attarder sur le reportage de Christian Roll. Alors évidemment, c'est un plaidoyer pro domo pour Éléments, mais c'est le journalisme tel que je le rêve. C'est du style Gonzo, où le journaliste se met en scène, envoie la purée, mobilise toute une imagerie poétique. Donc c'est un papier à la hauteur du sujet. Il y a une seule frustration dans ce papier, c'est qu'il doit vous conduire jusqu'au Donbass. Et vous attendez, et ça n'y arrive pas. Mais on peut d'ores et déjà annoncer, sauf si à vous de nous dire, que vous allez y retourner. En principe, je dois y retourner. Je dois aller dans le Donbass cette fois-ci. Ouais. Si les copains me font pas défaut, parce que là, pareil, depuis la France, je disais, est-ce que c'est bon? Il me dit, pas de problème. François me disait, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Et visiblement, il ne s'est pas occupé de tout puisque j'ai été coincé à Moscou et malgré tous mes contacts, j'ai pas pu me rendre dans le Donbass. Remarquez, tant mieux parce que c'était le pire moment où je devais m'y rendre. C'était la boucherie. Bon, j'y serais allé quand même. Vous en parlez un peu dans votre article du Donbass, qui est une sorte de réunion assez incroyable d'aventuriers, d'anarchistes, de communistes, de nationaux révolutionnaires.
On a l'impression presque que de la manière dont vous l'évoquez, le Donbass, de ce que vous en savez, qu'on est dans la République de Fiume de D'Annunzio en 21, j'exagère, mais... C'est un peu ça, enfin, d'après les dires de mes amis qui ont combattu et qui étaient là-bas sur le front, qui sont maintenant à Moscou, après... oui, la description qu'ils m'en a faite, c'est vraiment, il faut y aller, quoi. Parce que c'est la réunion de tous les aventuriers du monde entier. Encore que les Russes ont commencé à lever le pied sur le recrutement des Français, parce que des Français en particulier, parce que ça a été un tel micmac que bon, ils en sont revenus. Mais il y a toujours beaucoup de figures là-bas. Il y a des Américains, enfin toutes les nationalités sont représentées à Donetsk. Auprès des Russes. Hein, on parlait d'un Texan communiste américain. Oui. Alors lui, c'est une figure. Oui. Il y a Lindsay Bentley. Ouais. Lui, il a fait 15 ans pour trafic de drogue aux États-Unis et il était communiste et il est venu dès 2014 pour combattre. Et il est resté, il a fait souche là-bas. Et donc, enfin, c'est extraordinaire parce qu'il y a des bagarres dans les bars, c'est le western, quoi. Et je dois dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour moi, la tragédie qui déchire cette partie du monde est une tragédie parce que c'est une hémorragie voulue, planifiée par les Américains. Donc pour moi, c'est une tragédie et aussi bien pour les Ukrainiens que pour les Russes. Voilà, ça, je voulais le spécifier parce que on pourrait se penser que je suis... que je me satisfais de cette situation. Voilà, c'est pas le cas. On a eu l'occasion d'en parler. Le reportage du Français mort du côté des forces ukrainiennes et à sa mère est bouleversant. Exactement. Où le garçon dit à sa mère, maman, c'est 14-18 au XXIe siècle. Donc de part et d'autre, on a des figures assez poétiques. Hein. Oui. Donc montre d'ailleurs que ces gens ont échappé au nihilisme. Oui. Et ce qui est extraordinaire pour en finir, c'est que la plupart des gens qui sont là-bas sont d'une immense culture et d'une grande intelligence. C'est ça qui m'a frappé le plus. Ce ne sont pas des abrutis du front. Enfin, il y en a sans doute, mais combien même. Mais ce sont des gens qui ont choisi ce camp-là en laissant beaucoup de choses, en général, en Occident, parce qu'ils ne pourront jamais revenir. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Merci, cher Christian Roch. Merci, les amis. Je suis désolé de vous interrompre. Nous avons terminé. Ah oui, alors on peut terminer quelques minutes. Alors, dépliant touristique. Oui, excuse-moi, je vais le présenter puisque vous avez été en Italie, on passe du Donbass à l'Italie, mais en très peu de mots parce on était tellement passionnés par... Les Sacrimonti, les monts sacrés d'Italie, les monts sacrés du Piémont de Lombardie, qui sont des petites montagnes oubliées, mystérieuses, qui sont un parcours à la fois de dévotion panthéiste et populaire à voir. Donc une dizaine de sites près de Turin et dans les montagnes, au carrefour de l'Europe, France, Suisse et donc l'Italie. J'ai appelé ça Euro Disney des pénitents presque, puisqu'il y a une espèce de joie de panthéisme populaire qui suit un peu la contre-réforme. Donc il y a une sorte de pagano-christianisme. Ouais, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est vrai. Donc une sinuosité de chemins, de petits chemins et de petites chapelles disséminées, avec des petites statuettes grandeur nature sur la vie des saints, du Christ, de sang, qui a un côté par l'attraction, mais de toutes les attractions, même d'élévation, qui sont superbes à découvrir et qui sont un parcours relativement pieux et convivial. Voilà, les monts sacrés. Sacrimonti de Sacrimonti. Merci, à retrouver dans un numéro d'Éléments. Je vous retrouve, chers amis, dans 2 mois pour un autre numéro du Plus d'Éléments. Merci et à bientôt.